de Paris Senco et de Julie Pressia. Donc aujourd'hui, vous êtes au rendez-vous des utilisateurs édition 2, cette fois sur les troubles cognitifs. Donc on va passer un petit bout de temps ensemble, un peu plus de 2 heures. Donc cela va se passer en 4 temps. Donc le premier temps, on est en train de le vivre, c'est l'introduction. Donc on s'est présenté, puis vous aurez un petit mot de Concepción El Chami, présidente de Dyslexique de France. Dans le deuxième temps, nous allons parler solutions et accessibilité avec donc Marie Leborgne, chef de projet activité numérique chez Atalan, et Philippe Trottin, qui est directeur de l'activité et de l'inclusion chez Microsoft France. Puis, en troisième temps, nous aurons un pitch de 5 startups qui viendront nous présenter leurs innovations. Donc, ce sera un moment voilà, où on va tous pouvoir se prendre pour un jury, puisqu'il suffira simplement de les écouter et de répondre au questionnaire qu'a envoyé Julie juste avant ce webinaire. La dernière partie donc, on se divisera en 2 groupes donc, sur Zoom. Là, un groupe sera donc sur des cas d'usage des innovations et un deuxième groupe suivra donc Fabienne Reynaud, présidente et cofondatrice de Goods to Know, qui nous parlera de maintien dans l'emploi et de troubles cognitifs. Voilà, je crois que j'ai tout dit, Julie. Oui, je crois que tu as tout dit. Donc, troubles cognitifs et troubles de l'apprentissage. Juste donc un rapide petit retour donc sur le premier numéro, c'est simplement pour vous expliquer un petit peu le concept de ces rendez-vous. Donc, Paris Co, c'est l'agence d'innovation et développement économique de Paris et de sa métropole. Donc, on a une mission handicap qui est transverse avec un objectif, c'est celui d'acculturer nous l'ensemble de nos startups. On accompagne environ 500 startups par an à l'accessibilité et à l'innovation inclusive, le fait donc de faire participer le bénéficiaire de ces solutions à la conception et à l'évolution de ces solutions. Et puis, on a le programme d'accélération UA Handicap Access qui accompagne des startups qui créent des solutions pour les personnes en situation de handicap, leurs aidants, mais aussi les professionnels de santé. Et on verra d'ailleurs que les outils qu'on va présenter aujourd'hui peuvent être des outils d'ailleurs qui accompagnent les professionnels de santé, donc pas que les personnes concernées par les troubles cognitifs et de l'apprentissage. Par facilité, tous les troubles sont appelés troubles de l'apprentissage. Pourtant, il faut bien distinguer donc, les premiers, les troubles cognitifs ou les troubles instrumentaux, qui vont toucher la mémoire, le raisonnement, le langage, la motricité, l'attention ou les fonctions exécutives. Et puis les deuxièmes, les troubles de l'apprentissage qui concernent vraiment les savoirs appris et qu'on représente souvent telle une constellation avec la constellation des 10. Et donc, je donne la main à Concepción El Chami, que j'ai rencontré par le passé à Montpellier lorsque j'accompagnais des étudiants et des jeunes diplômés en situation de handicap issus de l'enseignement supérieur pour leur permettre d'avoir les mêmes chances de réussite que tous les autres étudiants. Concepción, bonjour. Oui, bonjour à tous. Bienvenue. Donc, moi, je suis présidente de l'Association des dyslexiques de France, qui est une fédération nationale qui fédère des associations départementales et régionales. Et en fait, je suis très contente de voir ce qui se passe actuellement, surtout avec les nouveaux outils de communication, parce qu'on est vraiment dans l'action et dans la recherche. On n'attend pas qu'on nous le mette sur un plateau, parce que c'est bien la philosophie de notre fédération. C'est-à-dire qu'on est passé de parents d'enfants 10 perdus, cherchant des infos un peu partout, à acteurs. Et on est un peu sur la mouvance de la phrase de Gandhi, tout ce qui est fait pour moi sans moi est fait contre moi. Ce qui fait que je suis tout à fait ravie de cette espèce de mouvement social, de créativité, de recherche et d'échange d'informations qui est en train de se passer qui s'accélère depuis 2-3 ans. Et là, aujourd'hui, c'est un exemple. Donc, je viens pleine de curiosité pour voir ce que vous allez trouver comme outil pour comme disait quelqu'un de l'INSHEA, pour pallier aux basses tâches, lecture-écriture, afin de laisser les hautes tâches, écoute, compréhension, analyse, invention, solution, se développer. Est-ce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit?
Et donc, je vais vous écouter avec attention et je ne prends pas plus de temps. Je suis très curieuse. Certaines de vos startups, je les connais déjà, mais pas toutes. Donc, bon échange. Merci beaucoup, Conception. Merci beaucoup. En fait, c'est vrai qu'on est sur un panel de startups qui ne se veut pas exhaustif. Ici, on va vous en présenter 5. Pour le premier rendez-vous des utilisateurs concernant les solutions innovantes à destination des personnes sourdes et malentendantes, on avait 6 solutions. On parlait justement des enjeux pour ces rencontres-là. C'est bien en fait de donner la parole en fait aux principaux concernés et de pouvoir enrichir ces solutions-là. Je vous donne juste un petit exemple sur la méthodo. On avait simplement accompagné, nous, le panel avec un petit jeu de post-it, voilà, qui reprenait les critères d'utilisabilité les plus courants pour les bénéficiaires. Et je vous donne un exemple de la richesse que peuvent donner ces moments. On a eu donc notamment la startup WeSpeak, qui est accompagnée par notre plateforme du Welcome City Lab dédiée au tourisme urbain, qui a présenté sa solution hotline d'interprète avec un service spécifique de langue des signes française. Et donc, on a eu une personne du panel qui a souligné l'importance d'avoir des interprètes plutôt habillés en sombre, puisque lui-même est porteur du syndrome d'Usher, qui associe troubles visuels et troubles de l'audition. Et pour lui, c'était beaucoup plus accessible d'avoir un service adapté comme celui-ci. Donc, c'est un exemple voilà, de ce que peut donner aussi ces moments. Donc, on vous demande un peu d'indulgence puisque c'est un nouveau format voilà, qu'on met en place. Mais en tout cas, on est ravis de donner aussi la parole à des personnes comme Conception qui travaillent pas que sur le terrain, mais aussi en interface avec les politiques publiques et voilà, pour améliorer la qualité de vie de ces bénéficiaires. Voilà. Du coup, je vais donner la main à Samy qui va présenter Marie Le Born pour démarrer de façon concrète sur quels sont les besoins, quelles sont les difficultés qui peuvent être rencontrées et en face les solutions dans l'accessibilité numérique. N'hésitez pas à interagir avec le chat puisqu'on reste sur un format interactif. Voilà, donc vous pouvez poser des questions et intervenir à tout moment. Merci Conception pour cette belle intro. Alors tout d'abord, est-ce que Marie est là? Oui. Oui. Ben, c'est déjà très bien. Ça commence bien. Salut Marie. Déjà, merci beaucoup d'être là. Donc, tu es la première qui va nous parler. Donc, on va parler bonne pratique, accessibilité. C'est ton domaine, c'est comme ça que je t'ai connu. Donc, est-ce que je te donne la main pour partager l'écran? Je veux bien. C'est bon, normalement, tu l'as. Ouais, parfait. Bon, déjà, merci beaucoup, Julie, Samy, d'avoir créé ce rendez-vous des utilisateurs. Bon, c'est le deuxième numéro, moi je ne connaissais pas le premier, mais je suis ravie de le connaître. Donc, pour me présenter un peu plus, je m'appelle donc Marie Le Born, je suis chef de projet donc, au sein de la société Atalent. Je vais vous présenter quand même un peu la société. Donc, Atalent, c'est une entreprise qui fait de l'accessibilité numérique et de la sensibilisation au handicap. Donc, concrètement, on intervient auprès d'entreprises pour soit les sensibiliser au handicap, eux et leurs salariés, pour reconnaître qu'est-ce qu'un handicap, quels sont les outils qu'on peut utiliser, qu'est-ce qu'on peut faire en fait, pour travailler correctement, tout simplement. Et tout ce qui est accessibilité numérique, on va former les équipes qui créent des contenus numériques, on va aussi les accompagner dans leurs projets et également faire des audits à la fin pour vérifier que tout est accessible. Je reconfirme que vous pouvez complètement interagir, que ce soit par chat ou voire même me couper la parole si vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que je dis ou si vous voulez rebondir sur ce que je dis, il n'y a aucun problème. Je vais commencer déjà par vous présenter un peu l'accessibilité numérique. Alors c'est très rapide, c'est concrètement rendre possible l'accès à l'information et aux fonctionnalités numériques. Alors pour répondre à la question de Katharina, les zones d'intervention concrètement, elles sont dans toute la France. C'est beaucoup numérique nos interventions, donc c'est vrai que c'est dans toute la France et pour la sensibilisation au handicap, c'est également en physique dans toute la France.
Cette année, c'est un peu plus en numérique, mais il n'y a pas de souci pour nous déplacer. Donc, l'accessibilité numérique, c'est rendre possible l'accès à l'information et aux fonctionnalités numériques, excusez-moi, quelle que soit la nature du handicap des personnes et la façon dont on consulte l'information. Ça veut dire que un site web, par exemple, pour qu'il soit accessible, on ne va pas faire un site spécifique pour les aveugles, un site spécifique pour les 10, etc. Ce sera le même site web pour tout le monde, c'est juste que chaque personne, suivant la nature de son handicap, va pouvoir utiliser le site Internet pour qu'il soit accessible, tout simplement. C'est beaucoup de travail invisible, concrètement, l'accessibilité numérique. Quand on parle de tout support, il faut savoir que ce n'est pas que les sites web, hein, ça va être les applications, les logiciels, les documents Word. Je sais que si sur la présentation, vous avez parlé aussi de réseaux sociaux, c'est tout ce qui va être concrètement créé numériquement. Donc, il y a beaucoup de supports pour le coup. Je vais revenir sur la définition des troubles cognitifs. Bon, Julie l'a très bien définie, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est que je l'avais préparée, donc je la fais rapidement. On parle effectivement dans les troubles cognitifs d'une d'altération d'une ou plusieurs fonctions cognitives. Dedans, on va retrouver la mémoire, le langage, le raisonnement, l'apprentissage, la prise de décision, la perception ou l'attention. Donc, l'origine de ces troubles, elle peut être neurologique. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment une origine dès la naissance. Hein. C'est le cas des troubles 10, justement. Ça peut être une origine psychiatrique, voire médicamenteuse, etc. Dans etc., on va parler des accidents, par exemple. Un AVC peut créer un trouble de langage. En exemple de handicap qui font partie des troubles cognitifs, on va avoir les troubles 10, comme l'a dit Julie, ça va être tous les troubles de l'apprentissage. Donc après, on met un peu ce qu'on veut derrière le 10, entre guillemets, et on a le trouble d'apprentissage 2. Donc par exemple, dyslexie, trouble d'apprentissage de la lecture, dysorthographie de l'écriture, dysphasie du langage, etc. On a les troubles de la mémoire courte aussi et les troubles de l'attention. Donc je vais focaliser surtout sur ces trois-là, parce que je vais vous montrer un petit peu ce qu'une personne qui a ces troubles peut subir, et également des solutions surtout pour que ce ne soit pas aussi compliqué. Donc pour commencer avec les troubles 10, donc là je vais vous demander de participer. C'est un texte donc, qui est écrit pour que vous ressentiez ce qu'une personne qui aurait une dyslexie assez avancée peut ressentir quand elle essaye de lire un texte. Donc j'attire votre attention sur le fait qu'à la fin il y a une question, donc j'attends une réponse. Concrètement, voilà, je vous demande de répondre à la question. Alors là, si vous avez déjà la réponse, vous pouvez le mettre. Je serais très impressionnée si vous avez déjà la réponse. Donc, je confirme que c'est du français. Je confirme que c'est lisible. Et que c'est un problème niveau CE2. Ah, Johan a une réponse. Hashtag adulte 10. Bon, ben, dites-moi. Ah bah oui, je veux le nombre de crayons. Oui. Il y en a combien? Bah non, pas 7. Donc là, Philippe, vous avez 5000. Bravo, Amandine. Je vous mets le texte écrit de manière ordinaire. Donc là, il y a eu des réflexes, c'est d'essayer de voir comment on aurait pu comprendre. Donc, on essaye de lire que la question. Très bon réflexe, c'est souvent une personne dyslexique, ce qu'elle va faire. C'est qu'elle va essayer de lire la question pour un peu orienter sa lecture pour que ce soit plus simple. Comme disait Conception, c'est éviter de perdre du temps sur déchiffrer les mots pour prendre du temps plus sur le calcul au final. Donc, concrètement, là, le 7... Comment tu l'as fait 12 moins 5, d'accord. Voilà, il y avait 2 chiffres numériques, on s'est dit, allez, on le tente. C'est très bien tenté, vraiment. Mais là, c'est vrai qu'on avait un petit piège avec le paquet de 1000 crayons chacun. J'attire votre attention sur le fait qu'une personne 10 ne voit pas les lettres de cette manière-là et n'écrit pas de cette manière-là. Ce n'est pas du tout ce que je veux remonter. C'est vraiment la difficulté que vous avez eue de lire et de comprendre, puis, dans un deuxième temps, de faire le calcul. C'est ce qu'une personne 10 peut subir toute la journée. Donc, imaginez si depuis ce matin, tous vos mails, tous vos textos, tous vos WhatsApp, tous vos consultations de réseaux sociaux, tous vos Teams ou Slack ou quelle que soit la messagerie que vous utilisez étaient écrits comme ça. Clairement, aujourd'hui, à cette heure-ci, vous serez en train de faire une sieste. Je ne vais pas vous mentir parce que c'est extrêmement fatigant.
Donc, c'est ce que subit une personne dyslexique. Donc là, on est sur une dyslexie très sévère, évidemment. C'est pour que vous vous rendiez bien compte. Il y a différents niveaux de dyslexie. Il y a autant de dyslexie que de personnes. Il y a des solutions forcément pour améliorer la lecture. Je vais en venir dans un deuxième temps. Je vais vous maintenant faire une mise en situation des troubles de l'attention. Donc là, c'est une petite vidéo. Elle n'a pas de son, c'est vraiment que visuel. Va y avoir 3 joueuses en t-shirt blanc et 3 joueuses en t-shirt noir qui vont se faire des passes. Je vous demande juste de me dire combien de passes vont se faire les joueuses en t-shirt blanc. Voilà, la vidéo dure 30 secondes, c'est clairement faisable. Attention, je la lance. Alors, combien de passes les joueuses en t-shirt blanc ont fait? Bravo Virginie, 16. En effet, bravo Alain. Joli gorille, génial Camille, vous avez vu effectivement le gorille. Bon, au moins, vous avez tous le nombre de passes. Enfin, tous, ceux qui ont répondu. Il y a effectivement, comme dit Camille, et Rekia également, il y a eu un gorille qui est passé. Donc, souvent, voilà, on nous montre, il était juste là, il est passé. Alors, le but ici, c'était compter le nombre de passes, de voir le gorille, mais il y a eu d'autres choses qui ont changé aussi, parce que c'est une vidéo qui effectivement date un petit peu, vous pouvez voir 2010, donc souvent les gens connaissent. Il y a, vous pouvez voir, la couleur du rideau. Elle était rouge au début, elle est devenue quasiment jaune à la fin. Et il y a aussi encore autre chose qui s'est passé, c'est qu'on a perdu une joueuse en t-shirt noir à la fin. Elle est partie à un moment. Donc, c'est plein d'informations finalement qu'on rate, parce que c'est difficile d'avoir l'attention sur tout ça à la fois. Les personnes qui souffrent de troubles de l'attention, justement, alors c'est pas qu'elles ont du mal à voir toutes les informations à la fois, parce que là, on a tous eu du mal concrètement, ça va être que c'est comme si toutes les informations avaient la même valeur. C'est comme si on leur donnait toutes les informations d'un coup, et en fait, il est impossible pour elles de se concentrer sur une information par une. Là, vous êtes dans la majorité tous concentrés sur une information, c'est-à-dire compter les balles, ou le gorille pour certaines autres personnes. Donc là aussi, il va y avoir des améliorations qu'on peut faire, ça va être très site web pour le coup, mais qui peuvent éviter justement pour les personnes qui ont des troubles de l'attention d'être perturbées dans leur consultation de l'information. Et pour finir, au niveau juste des mises en situation, après je vais vous montrer ce qu'on peut faire pour aider tout le monde, c'est un trouble de la mémoire courte. Donc là, en mise en situation, c'est que vous êtes en charge des plannings de vacances et pour une réunion de service, il y a chaque salarié, il n'y en a pas beaucoup je vous rassure, va vous indiquer ses préférences de vacances et il va falloir faire une proposition de planning qui va permettre d'assurer une permanence tout l'été dans le service, sachant que, donc là je vous laisse bien vous concentrer sur l'écran, parce que ça va aller un peu vite. Vous avez pu faire les plannings? Non. Comment ça? C'est une société assez petite quand même et ils sont plutôt arrangeants. Mais apparemment, ils ne demandent pas les mêmes dates. C'est plutôt arrangeant, clairement. Voilà, c'est plutôt arrangeant. Il y a première quinzaine, deuxième quinzaine, Antoine en août, le retour d'Antoine. Alors pour l'instant, c'est cool parce qu'on a un collaborateur dont s'est souvenu le prénom, c'est Antoine. Est-ce que quelqu'un se souvient de combien de collaborateurs il y a dans cette société? 4. Ah, bravo, franchement. Bravo, il y en a beaucoup qui disent 4 aussi. Félicitations, parce que souvent, il y en a un qui est toujours oublié. Est-ce que vous avez les 4 prénoms à part Antoine? Il y a Marie. Oui. 2 filles, 2 garçons. Antoine, Jean-Marie. Julien, il n'y a pas. Il nous en manque un. Ah, et Sophie plus haut. Bravo. Alors, c'est bien. À 50, vous arrivez à faire le planning. Félicitations. Vous vous doutez bien que quand on a un problème de mémoire courte, hélas, on n'est pas 50. On est souvent tout seul. Évidemment, on ne donne pas les plannings de cette manière-là. C'est juste pour rendre compte que les troubles de la mémoire courte, ça va être ça. C'est qu'on va donner des informations qu'on va quasiment oublier immédiatement, à vrai dire. Donc, ça va être très compliqué pour ces personnes-là. Hélas, les solutions pour les personnes avec des troubles de la mémoire courte, ça va être de prendre des notes. Je n'ai pas beaucoup de solutions numériques pour le coup, à part donner des informations uniquement par mail, toujours par écrit, pour être sûr que l'information est quelque part.
Et sinon, ça va être beaucoup de sensibilisation auprès des équipes parce que quand on souffre d'un trouble cognitif, alors c'est très facile à dire plutôt qu'à faire, mais je peux que conseiller d'en parler parce que sinon la personne en face de vous peut perdre patience très rapidement, que ce soit pour les troubles dyslexiques, pour les troubles de la mémoire courte ou de l'attention. Si la personne en face n'est pas au courant de ces troubles-là, elle va pouvoir perdre vite patience. On reste hélas des humains là-dedans. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est comment on peut améliorer nos contenus justement pour les personnes ayant des troubles cognitifs. Donc là, ça sera beaucoup au niveau des troubles 10, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de choses à améliorer au niveau des contenus, de la manière de rédiger ou autre, pour les autres troubles cognitifs. Il y a juste un exemple pour les troubles de l'attention, donc là, qui est très orienté web, qui sera donc d'éviter de mettre sur son site web, par exemple, des contenus qui sont déclenchés automatiquement et de permettre leur contrôle. Pour vous donner un exemple d'un site qui ne fait pas du tout ça, donc désolée, je montre un mauvais exemple, mais c'est un site peut-être que vous connaissez qui s'appelle AliExpress, donc qui est du e-commerce. Et pour vous donner une idée, c'est que là, voilà, sur ce site, alors le temps qu'il charge, il y a plein de choses qui bougent toutes seules. On a le carrousel en haut ici qui bouge tout seul, on a le logo qui se retourne continuellement tout seul, on a un autre carrousel ici, on a un autre carrousel là, on a une petite flèche sur la droite qui fait que bouger tout le temps et un décompte pour les promos. Pour une personne qui a des troubles de l'attention, ce site, c'est un enfer, clairement. La solution, c'est de mettre quelque part un bouton accessibilité, par exemple, qui permettrait de mettre en pause tous les contenus. C'est-à-dire que quand on l'active, il n'y a plus aucun contenu qui bouge. Il y a certes beaucoup d'informations, mais là, tellement les contenus bougent partout, il est impossible de poser son œil quelque part. Je trouve déjà pour les personnes, personnellement, je n'ai pas de trouble de l'attention, je trouve ça très compliqué de naviguer sur ce site web. Donc, imaginez pour des personnes qui ont des troubles de l'attention, ça devient très compliqué. Exactement, trop d'informations, c'est complètement fouillis. Alors, voilà, en termes d'ergonomie, on n'est déjà pas top. Imaginez les personnes qui ont en plus un trouble cognitif, on est vraiment sur quelque chose de très compliqué à suivre. Effectivement, un enfer pour tous. Je suis complètement d'accord avec vous, Virginie. Donc, pour les troubles de l'attention, j'aurais que ça à vous proposer. Concrètement, voilà, c'est l'une des seules règles d'accessibilité qu'on va retrouver là-dessus. Pour les troubles 10, alors il va y avoir quelques conseils qui sont dans des règles du référentiel d'accessibilité, d'autres qui vont être juste des conseils que vous pouvez retrouver justement sur le site de la FF10. Il y a plein de conseils sur comment bien rédiger pour que ce soit le plus lisible possible pour les personnes 10. Vous pouvez utiliser Adblock, c'est surtout par rapport aux commentaires, au niveau des choses qui bougent, ça va être que pour les pubs. Là, dans le cadre de AliExpress, ce sont leurs carousels à eux, ce sont leurs promotions à eux, ça ne va pas enlever, hélas, les pubs. Mais pour toutes les autres pubs qui apparaissent toutes seules, oui, clairement, c'est une très bonne solution d'avoir Adblock. Donc, premier conseil pour les personnes avec des troubles 10, ça va être faire un résumé pour des contenus complexes. Donc là, il y a un tableau qui est juste très imbuvable, hein, on ne va pas se mentir pour tout le monde. Il y a beaucoup d'informations. Il faut savoir que parfois, il y a des rapports annuels où il y a des pages entières qui n'ont que des tableaux, que des tableaux, que des tableaux, que des tableaux. Et parfois, qui n'ont pas forcément de résumé sur qu'est-ce qu'il y a dans le contenu du tableau. Donc, pour une personne dyslexique, par exemple, qui va prendre déjà beaucoup de temps à lire ne serait-ce que le contenu du tableau, ce sera beaucoup plus simple d'avoir un petit résumé, savoir où est celui qui l'intéresse. Ça, c'est aussi de l'ergonomie, mais vraiment, il y a des fois où on retrouve des tableaux sans aucun résumé. Alors, je sais que c'est quelque chose qui a souvent été dit dans toutes les éducations, en fait, supérieures ou même juste de base. Il faut justifier son texte parce que c'est plus joli, etc. Et bien, sachez que je ne vais pas être sympa parce que je vous demande vraiment de ne plus justifier vos textes. Arrêtez de justifier vos textes. Ça devient illisible, bon, facilement pour tout le monde, comme l'exemple qui est juste là, avec plein d'espaces qui rend la lecture très difficile. Mais pour une personne dyslexique, c'est extrêmement difficile parce que la personne dyslexique va avoir du mal à savoir où commence et où finit le mot. Ça va être une des raisons pour lesquelles la lecture devient difficile. Quand on justifie, l'espace entre les lettres change d'un mot à l'autre et il y a des espaces pas possibles qui fait que c'est impossible de lire la ligne. Là, vous allez peut-être me dire que ce genre d'affichage, on ne le voit nulle part, c'est impossible. Eh bien, sachez que c'est une taille de mobile, en fait. Donc, dès que vous allez regarder sur Internet, sur votre téléphone, vous allez vous retrouver avec des contenus justifiés qui vont parfois ressembler à ça. Et clairement, c'est trop fatigant à lire. Vraiment. Donc, ne justifiez pas vos textes. Même si vous avez eu des profs qui vous l'ont dit, s'il vous plaît, ne justifiez plus vos textes.
Au niveau de l'utilisation des polices, alors je vais vous demander de ne plus utiliser effectivement les polices avec des sérifs. Donc les sérifs, c'est par exemple les petits décos qui sont entourés en orange, donc sur Times New Roman, qui est le meilleur exemple de police avec sérifs. En fait, ce sont des informations supplémentaires qui demandent donc, qui doivent être intégrées dans la compréhension pour les personnes dyslexiques, ce qui leur met encore plus de temps à décrypter chaque lettre. Donc, préférez une police type Arial ou une police spécifique aux troubles 10 dont je vous parlerai juste après. Donc, enfin, on va parler un peu des outils de compensation. Mon pire cauchemar, cette police dyslexie. Bah oui. Oui, pas de souci pour avoir ce support. Je le transmettrai à Samy et Julie. Je pense qu'il n'y a pas moyen, enfin, il y a moyen qu'ils le retransmettent. Donc, je vais vous présenter quelques outils de compensation justement pour aider les personnes 10, donc comment elles font finalement, parce que bon, tout le monde n'écrit pas comme il faut ou n'applique pas toutes les règles d'accessibilité. Donc il faut savoir qu'il y a des choses qui sont intégrées, hein. Le micro en bas à gauche, là, c'est souvent les dictées vocales qu'on retrouve un peu sur tous les supports, hein. Siri, c'est une dictée vocale au final, OK Google, Cortana, tout dictée vocale en fait, qui est mis en place, Philippe vous en parlera sans doute après, aide énormément les personnes souffrant de troubles 10. Par exemple, pour l'écriture, toutes les personnes qui sont dysorthographiques, ça peut mettre beaucoup de temps. Alors, pour la question, est-ce que Arial convient aux personnes malvoyantes? Pour le coup, les personnes malvoyantes vont soit utiliser un énorme zoom, soit un lecteur d'écran. Donc à ce moment-là, la police n'est pas forcément très importante. Après, évidemment, si elle n'est pas trop lisible quand on fait des énormes zooms, ça risque d'être compliqué, mais Arial ne pose pas de problème pour les personnes malvoyantes. Oui, n'hésitez pas si vous voulez que j'explicite une notion. Vous avez après des logiciels qui font de la dictée vocale aussi. Alors après, ce sont des logiciels payants, mais les logiciels, donc Dragon, qui est là en bas à droite, c'est un des meilleurs sur le marché actuellement. Et là, c'est un petit peu cher. Mais quand on est reconnu travailleur handicapé, sachez que c'est des choses qui peuvent être prises en charge par votre société. Ça reconnaît énormément bien, même la ponctuation quand on parle, c'est génial. Alors, pour la question de Johan, qu'est-ce que la police ségoé? Je pense que je vais laisser Philippe à ce moment-là préciser. Parce que bon, c'est une police qu'on utilise, mais je ne sais pas s'il y a une spécificité à cette police également. Et oui, Philippe, le gratuit et la ponctuation, je me retiens d'en parler. Je te laisserai le dire juste après. C'est juste après ça. Voilà, je me retiens beaucoup de présenter pas mal d'outils. Non, vas-y, n'hésite pas. Après, évidemment, quand on est dysorthographie, donc même si les dictées sont excellentes, les reconnaissances de dictée vocale, il y a parfois des petites erreurs d'orthographe. Donc là, la petite fiole, c'est un logiciel qui est également payant qui s'appelle Antidote, bravo Johan, qui est très utilisé effectivement par les personnes dysorthographiques. C'est un des meilleurs, en tout cas, en retour client que j'ai eu. Pareil, peut être pris en charge par la société si vous êtes reconnu. Grosse question d'Amandine. Oui, c'est pour ça que j'ai un petit peu, pardon. C'était très long. Donc, si je comprends bien, ces outils doivent être détenus par les personnes ayant des troubles. Pour un site institutionnel comme celui de la ville de Paris, dans lequel nous devons proposer des contenus accessibles à tous, existe-t-il des outils que nous pouvons mettre à disposition directement sur nos sites? Alors, pour les sites, pour qu'ils soient accessibles, il faut mettre en place l'accessibilité numérique sur les sites. Parce qu'après, les personnes vont pouvoir, par exemple, modifier la police. On parle de beaucoup de police. Si moi, par exemple, je lis vachement bien avec du comics sans MS, je fais exprès d'utiliser une police qui ne s'utilise plus du tout, et ben, je vais pouvoir modifier cette police sur tout le site. Je vais vous montrer justement comment on peut faire, mais il faut juste que le site soit accessible. Et à ce moment-là, en fait, la personne, par exemple, dyslexique, pourra modifier la mise en page, agrandir l'interlignage, les espacements, enfin, faire ce qu'elle veut au final pour que ce soit en accord avec ses besoins. Alors, on a beaucoup de questions d'un coup. Oui, donc, désolée. C'est enregistré, donc vous aurez après la version live pour retrouver ce qu'a dit Marie. Après, si elle fait des conférences en Bretagne, ça, je vais te laisser répondre, Marie. Oui, pas de souci. Mon nom de famille est Brune. Effectivement, il n'y a pas de problème. Je fais des conférences aussi en Bretagne, à distance ou en présentiel quand on pourra. Sans aucun problème, on se déplace encore une fois dans toute la France, avec plaisir. Est-ce que tu as des choses encore ou... Très rapidement.
Vas-y, Je peux vas-y. aller On est rapidement. dans les temps, il n'y a aucun problème, on est dans les temps, je t'en prie. Ok. Donc, je vous montre juste quelques autres logiciels et notamment un qui va être intéressant. Donc là, c'est juste une souris scanner. En fait, ça permet aux personnes 10, si par exemple, on me donne un document papier que j'ai du mal à lire, je vais pouvoir avec la souris scanner entièrement le papier et transformer le logiciel qui sera donc un PDF en traitement de texte, donc par exemple avec Word, pour soit avoir une synthèse vocale qui me le lit ou le mettre en page comme je le souhaite. Claroread est un logiciel de lecteur d'écran, justement. Par exemple, s'il y a un mot que j'ai du mal à lire, par exemple nombreux, je vais pouvoir cliquer dessus et l'ordinateur va me le lire pour moi, pour que ce soit plus simple. Il y a aussi des logiciels gratuits qui le font. Là, c'est des exemples les plus utilisés. Ce que je veux vous présenter, c'est la barre Confort Plus de la société Orange. Elle est vraiment très bien. C'est quelque chose qu'on ajoute, donc qui est juste là, Confort Plus. Donc, j'ai évidemment pris en exemple AccèdeWeb, qui est un site de Atalan, avec des notices d'accessibilité. Donc, c'est pour aider à rendre accessibles tous vos supports. Donc, il y a fonctionnel et graphique ou éditorial, ce qui peut peut-être le plus vous intéresser, suivant vos profils. Comme ça, je fais rapidement aussi ça. C'est des données gratuites et qui sont toujours mises à jour et ça vous aide à savoir comment aider en fait, à rendre plus accessibles vos supports numériques. La barre Confort Plus, donc vous la téléchargez et elle vient sur votre navigateur. Elle marche avec tous les navigateurs sauf Safari. Désolée pour les Apple Addicts. Quand vous ouvrez, vous allez pouvoir modifier des réglages. Donc par exemple, au niveau des polices de caractère, vous allez pouvoir changer la police entièrement. Et donc il y a une police qui s'appelle Open Dyslexic, gratuite, libre, de droit, tout ce que vous voulez. Elle a une particularité, donc vous voyez, ça a changé la police, c'est qu'elle a en fait, elle donne un sens à la lettre. Donc par exemple, le O, je suis sûre que c'est un O parce qu'il est dans ce sens-là. Ça va être plus vrai, par exemple, pour les P. Parce que je vais peut-être le confondre avec un D, un B ou un Q. Bah là, vu qu'il il est un peu plus grand en bas, je sais que c'est bien un P. Après, je peux mettre ce que je veux comme police. Je peux augmenter la taille des caractères. Hop, je peux mettre une première lettre à chaque début de mot, une majuscule pardon, à chaque début de mot pour savoir où commence le mot. Ça peut m'aider. Je peux également choisir une lettre, une réglette verticale. En fait, c'est un masque comme ça qui va me permettre, comme quand on apprend à lire avec le doigt, par exemple. Ça va aider les personnes 10 à juste pouvoir mieux lire et mieux suivre le site web. On peut aussi augmenter l'espacement entre les mots pour aider à bien définir où commence et où finit le mot. À ce moment-là, l'espacement est toujours le même. On est en mode normal. On peut aussi améliorer les couleurs de texte et d'arrière-plan. Donc là, en fait, ça me fait que du texte noir sur de l'arrière-plan blanc. Parfois, certains contrastes peuvent rendre encore plus difficile la lecture pour des personnes dyslexiques. Et donc là, ça me permet d'avoir le contenu sans d'autres informations. Et donc ça, vous pouvez après enregistrer vos réglages pour avoir des profils. Il faut savoir qu'il y a des profils qui sont déjà préenregistrés pour améliorer la lisibilité, faciliter la lecture ou naviguer sans effort, donc suivant les types de handicap. Donc ça, c'est un truc qui est enregistré directement sur l'ordinateur de la personne utilisatrice. Ce n'est pas quelque chose que vous intégrez à votre site web. Toutes les solutions intégrées directement avec les sites web, il faut faire extrêmement attention. Parfois, il y a des limitations là-dessus. Elles ne prennent pas forcément en compte tous les handicaps. Le mieux, vraiment, c'est de prendre en compte l'accessibilité numérique. Je sais que je prêche pour ma paroisse, mais sincèrement, c'est vraiment le mieux pour le coup. Et voilà, et bien évidemment, il y a plein d'outils de compensation qui sont inclus avec Office 365 qui a fait... Quelle transition. Voilà, elle est belle cette transition. Elle a bien préparé le travail, Marie, merci. Mais oui, j'ai essayé, mais parce que vraiment, je tiens à dire, je crois en ces solutions et on les utilise et on les conseille aussi pas mal. Elles sont vraiment magnifiques. Juste une petite dernière question, Marie. On me demande si la barre Confort Plus s'adapte sur tous les sites. Oui, après, ça va être les sites accessibles, parce qu'il y a ça aussi. C'est que ça va modifier, mais si tout ce texte, par exemple, était dans une image, le texte n'allait pas être modifié. Donc, il faut que le site ait pris en compte l'accessibilité numérique pour que ça marche sur tous les sites. Mais en règle générale, ça aide pas mal, franchement. Ok. Mais voilà, il faut que l'accessibilité ait été prise en compte. Bonne nouvelle, l'accessibilité devient une obligation de plus en plus pour toutes les sociétés, donc ça va venir. Merci beaucoup, Marie. Merci à Je n'ai vous. pas encore si vous avez des questions. Je pourrais les transmettre à Marie plus tard. On va passer donc à notre cher Philippe Trottin, directeur de l'inclusion et de l'accessibilité chez Microsoft France, que certains ont peut-être déjà vu.
Oui, merci Samy. Oui, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes présentes qui me connaissent bien, puisque j'ai eu des petits chats en parallèle de C'est la déjà ça. conversation. Ça y est. Voilà. Donc moi, je vais vous présenter un certain nombre de solutions. Et déjà, je voulais remercier Paris Co et Comptoir des Solutions, puisque grâce à eux, j'ai eu l'opportunité de rencontrer par exemple Keia, qui m'a fait ce joli avatar en langue des signes, qui me permet quelque part de pouvoir faire des introductions avec de la langue des signes. Donc ça vient du premier événement qu'on a pu faire il y a quelques semaines de ça. Et donc, Keia, ils ont créé une solution pour permettre, en fait, sur des formulaires, par exemple, de disposer d'un avatar qui signe en LSF. Moi, je vais vous donner une définition un tout petit peu différente de celle qu'on a vue précédemment, mais qui se recoupe énormément. C'est simplement le handicap, on le voyait beaucoup avec un problème relatif à l'état de santé. Alors moi, je me suis pas d'ailleurs... j'ai pas d'ailleurs explicité, moi je suis dysorthographique, donc moi à mon époque le numérique n'existait pas et les seules solutions qu'on avait à l'époque c'était d'avoir un peu plus de temps aux examens, mais c'était à peu près toutes les adaptations nécessaires. Donc déjà c'est une grande chance maintenant qu'un certain nombre d'enfants par exemple dans les établissements scolaires puissent être accompagnés pour leur permettre d'avoir un cartable numérique et de pouvoir être quand même plus confortables on va dire dans leurs apprentissages, même s'ils ont toujours ces difficultés. Donc moi, le handicap et l'accessibilité telle que je la définis, c'est essayer de résoudre tous les problèmes d'interaction d'un individu par rapport à son environnement, et en l'occurrence son environnement numérique, que ce soit un ordinateur, un téléphone, une tablette, une console de jeu, peu importe. L'accessibilité, c'est essayer de résoudre des problèmes d'interaction de la personne avec l'environnement qui l'entoure. Et l'environnement peut aussi être un environnement humain. J'ai du mal à m'expliquer avec quelqu'un, je ne parle pas sa langue, ou voilà, j'ai un trouble spécifique, quelque part, l'accessibilité doit me permettre de trouver des solutions pour y remédier. On ne parle pas non plus que de handicap permanent, mais aussi potentiellement, donc on est plus large. Alors là, je ne suis pas spécifiquement sur les troubles 10, mais plus large dans le handicap, on va rencontrer des difficultés de handicap temporaire ou de handicap situationnel qui vont devoir effectivement être répondues à travers ces solutions d'accessibilité. Pour améliorer l'accessibilité, en fait, il faut être en capacité à la fois de répondre en fait, aux différentes normes d'accessibilité, comme l'a dit très bien Marie. Il faut que les sites web soient accessibles, il faut s'assurer que tout le monde le prenne nativement en compte, donc dès la phase de création. Et puis après, le fait simplement de disposer de plein de façons d'interagir, que ce soit la voix, que ce soit avec les mains, avec ou sans souris, avec les yeux, on va répondre à différentes problématiques. Par exemple, une personne dyspraxique va avoir du mal à utiliser sa souris. Donc, le simple fait de pouvoir faire un système qui va fonctionner sans utiliser une souris, ça permet quelque part de lui donner un certain confort d'utilisation. Au niveau de l'éducation, il y a un énorme enjeu parce que c'est à la fois préparer les enfants au monde numérique. On fait de plus en plus de numérique, il y a de plus en plus de métiers qui utilisent le numérique. Donc, si ces outils numériques ne sont pas accessibles, en fait, on les exclut de la société de demain également. Donc, il y a un sujet aussi de prévention d'échecs scolaires. J'en ai parlé un petit peu par rapport aux adaptations nécessaires. Et je voulais aussi justement expliciter finalement la problématique dans les écoles. C'est qu'à la fois, il faut que chaque élève puisse avoir les outils nécessaires pour qu'il soit en capacité d'apprendre avec les adaptations nécessaires. Les enseignants, ils ont quand même une classe avec 20-30 élèves à adresser. Donc, il faut qu'ils soient capables d'adresser l'intégralité des apprenants et de ne pas forcément être obligé de faire du sur-mesure pour chacun des élèves parce que ça rend compliqué finalement l'enseignement. Donc, il faut trouver une façon d'être le plus inclusif possible. Et puis, l'école, c'est l'équité. C'est quelque part dire, moi, je veux accueillir, la loi de 2005 d'ailleurs m'impose d'accueillir à l'école tous les élèves, quelle que soit leur situation de handicap. Par contre, je dois être en capacité de les évaluer à leur juste mesure. Évaluer un enfant dysorthographique par ses fautes d'orthographe, c'est presque un non-sens. On sait pertinemment qu'il fera des fautes d'orthographe, on sait pertinemment que grâce au numérique, il va éviter d'en faire. Par contre, le juger et systématiquement lui mettre des notes, des sales notes sur ses dictées, ça ne sert à rien. Ça ne va pas le faire progresser, ça ne va pas lui permettre d'exploiter son propre potentiel. Donc, il y a aussi des problématiques sur l'évaluation, évidemment, qui est un problème de l'école. Alors, les différents troubles 10, j'ai repris des jolis dessins que j'ai trouvés sur Internet qui étaient plutôt très bien imagés. Je crois que c'est la FF10 qui avait dû faire ces petits dessins.
dans lequel en fait, on explicite un peu les différents problèmes, sachant que la plupart du temps, on a de multiples problèmes simultanément. Donc, on peut très bien être dyspraxique et en même temps dysorthographique, par exemple. Il faut pouvoir cumuler tout ça. Je parle peut-être un peu vite s'il y a des questions en parallèle. Non? N'hésitez pas à utiliser le chat, hein. Pour l'instant, il n'y en a pas, Philippe. Ok, bon alors tu me préviendras. C'est très clair, hein. Écoute, continue. Il y a deux aspects à voir en fait dans l'accessibilité. Il faut à la fois que chacun soit responsable d'avoir des pratiques inclusives. Moi, une de mes pratiques inclusives, par exemple, ça a été de mettre du sous-titrage sur cette présentation, parce que je ne sais pas si dans l'auditoire, il y a des gens qui seraient malentendants et qui auraient besoin de ce sous-titrage, par exemple. Donc, on peut avoir des pratiques inclusives. Un enseignant qui doit produire des documents et ces documents, il va les échanger avec ses élèves. Il faut qu'il s'assure évidemment que si c'est des documents numériques, ils aient la bonne police de caractère, comme le disait Marie, qu'ils aient pris en compte les difficultés potentielles de leurs apprenants, de leurs élèves. Et donc, il faut pouvoir quelque part avoir cette pratique la plus inclusive possible. Et de l'autre côté, c'est comment on va utiliser, j'ai mis en jaune, ça pourrait être un ordinateur, une tablette, un téléphone, un environnement qui va permettre en fait de traduire l'information pour permettre à la personne en situation de handicap de consommer cette information dans de bonnes conditions. En fait, l'accessibilité est à deux niveaux. Quand on parlait de l'accessibilité du web tout à l'heure, on parlait de la partie gauche. Pourquoi les responsables de sites informatiques ne créent pas des sites web accessibles, puisque c'est de leur responsabilité de les rendre accessibles. Et à contrario, les outils comme celui d'Orange qui a été montré tout à l'heure sur la consommation d'un site, on est à droite, c'est je mets à disposition un outil qui va pouvoir adapter par rapport à mon handicap l'environnement. Voilà. Donc nous, notre vision sur l'accessibilité, finalement, elle est à trois niveaux. Je vais faire des démonstrations maintenant après ce slide. Elle est d'abord sur les usages. Comment je vais pouvoir mettre à disposition des usages adaptés en fait à tous, et on l'a dans Windows, dans Office, dans des applications mobiles, enfin voilà, il y a plein de solutions. Il y a la partie contenu, comment je vais rendre accessible mon contenu, mes documents, mes vidéos sous-titrées, des choses comme ça. Et puis sur la partie droite, c'est les applications, comment je vais rendre accessible mon site internet, avec quelles applications je vais pouvoir accompagner des équipes informatiques pour rendre accessible leur environnement. Je vais vous montrer maintenant des outils adaptés, mais je vais le faire par l'exemple, c'est quand même mieux. Alors, si je prends par exemple, je vais commencer par OneNote. Alors, il faut savoir que la OneNote que j'utilise ici, c'est OneNote for Windows 10, qui est une application gratuite. Donc, on va simplement sur le store, pardon, j'ai ça qui me gêne. On va simplement sur le store de Windows. On tape OneNote. Hop. Et on a en fait, dans les propositions, on a une version OneNote for Windows 10. Voilà, c'est celle-là que je montre, qui est effectivement gratuite. Donc tout un chacun peut l'utiliser. J'ai pris une photo d'un texte du Petit Prince. Alors pour moi, ça m'apporte beaucoup parce que c'est là-dessus que je faisais mes dictées en étant petit, en étant dysorthographique. Parce qu'il faut quand même faire des dictées pour essayer de s'améliorer. Et j'avais une maman non-voyante, donc c'était le premier livre en braille qui existait en fait en France. Donc du coup, j'ai eu Le Petit Prince et Les Yeux et la mer comme support de dictée en étant dysorthographique. Beaucoup de personnes se reconnaissent, je pense. Pardon ? Je disais, beaucoup de personnes se reconnaissent. Le Petit Prince, c'est très souvent l'une des premières. Je pense que c'est majeur comme œuvre. Et donc, ce texte-là, je vais rentrer dans un lecteur immersif qui va à la fois me permettre de transformer mon image en texte. Je vais pouvoir lire le texte. Mais le renard revint à son idée. Je vais pouvoir évidemment adapter la vitesse de la voix. Est-ce que je veux une voix masculine ou féminine? Et puis, j'ai un peu de réglage de texte qui va me permettre en fait d'agrandir la taille de mes caractères ou d'augmenter l'espacement, donc pour éviter justement de chevaucher dans la lecture, de sauter des lignes. Donc, ça améliore la lisibilité pour des personnes 10. Des possibilités de changer un certain nombre de polices. Alors, ils n'ont pas choisi les polices très orientées 10, et des polices qui, a priori, étaient celles qui étaient considérées comme lisibles par les personnes qui ont développé l'outil. Donc, c'est les orthophonistes qui sont au Canada, en l'occurrence, qui ont travaillé sur cet outil. Des thèmes d'affichage, puisqu'il peut y avoir des gens qui ont besoin de contrastes spécifiques pour améliorer la lisibilité. Et puis, un séparateur syllabique. Donc, j'ai un petit point qui va apparaître sur les syllabes. Ou alors, je vais pouvoir aller coloriser, par exemple, les noms et les verbes
pour analyser ma phrase, vérifier si j'ai fait des fautes d'accord ou pas, ou les adjectifs ou les adverbes. Donc, j'ai cette possibilité d'analyser finalement la façon dont la phrase a été construite, ce qui peut m'aider. Attention, je suis dans la lecture, c'est un outil de lecture, ce n'est pas un outil de création, voilà, de composition. Et puis ici, j'ai des sujets, on a parlé du fait qu'il fallait qu'il y ait des outils pour pouvoir se concentrer sur un texte, par exemple, donc sur une ligne, sur 3 lignes. Donc je peux me déplacer comme ça par bloc de texte. Et d'ailleurs, si je lance la lecture automatique, j'aurai un saut de ligne automatique. Idée. Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Donc ça peut être assez pratique en fait d'avoir cet outil. Et puis j'ai même un imagier. Donc quand je vais cliquer sur les mots, je vais avoir une image en fait du mot sur lequel j'ai tapé. Donc ça me permet de découvrir le texte aussi en image, de prononcer le mot. Renard. Et puis là, en l'occurrence, j'ai une traduction en anglais puisque dans mon menu, j'avais demandé une traduction en anglais. Donc je peux entendre le mot. Fox. Et puis je vais pouvoir évidemment traduire l'intégralité du texte dans la langue qui a été choisie, en l'occurrence ici. Passer de l'original à la version traduite et me le faire lire. But the fox came back to his idea. My life is... Et je peux le faire dans un peu plus de 60 langues en fait aujourd'hui. Donc si je prends des langues classiques, traditionnelles, ça se traduit plutôt très très bien. Pero el zorro volvió a su idea. Avec l'intérêt d'avoir la musicalité associée en fait à la voix de la langue que j'ai choisie. Alors pourquoi j'ai voulu commencer par ce premier lecteur immersif? Parce que, en l'occurrence, aujourd'hui, on fait par exemple un Zoom pour se connecter. Mais en fait, le pendant, donc, qui est Teams chez Microsoft, va me permettre dans une conversation, par exemple ici, de pouvoir accéder directement à ce lecteur immersif. Donc je suis 10, je suis dans un outil intégré de communication et de collaboration d'entreprise. J'ai accès à mon lecteur immersif pour me permettre de mieux, d'avoir plus de confort, on va dire, dans l'utilisation de l'environnement. Je peux aussi, si je suis sur une page web, donc là c'est une page qui est horriblement compliquée pour une personne 10. Il y a une barre de navigation, de la publicité, enfin c'est atroce. J'ai la possibilité, donc sur le navigateur Edge de Microsoft, d'avoir accès ici à un lecteur immersif qui va me permettre, par exemple, de lire à haute voix le document. Éducation, 8,78% d'enseignants grévistes dans le primaire, 10,36%. Je vais avoir la possibilité de changer ma préférence de texte, donc d'augmenter ou de changer, par exemple, le thème d'affichage, voire d'augmenter l'espace entre les caractères. Philippe, oui. Philippe, tu as le temps, si tu veux ralentir un petit peu, je crois que quelqu'un me dit que c'est un peu rapide. Donc voilà, c'est juste. Ah, pardon, effectivement, j'ai tendance à aller un peu vite. Je suis désolé. Ralentir un peu la cadence. Ouais. Alors, déjà, je vais expliquer sur ce lecteur immersif. Il est accessible, donc je vais aller par exemple sur une page d'accueil de MSN et puis je vais aller prendre un article. Donc, il apparaît quand la page est correctement taguée, donc quand la page web est correctement montée, donc globalement quand elle est accessible. Et donc, je vais rentrer sur mon document et faire mes adaptations comme je le veux. Voilà. J'ai les mêmes outils que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc, notre outil grammaire, par exemple, qui me permet de coloriser les noms et les verbes. Je l'ai aussi ici, ou le séparateur syllabique, je l'ai aussi ici. Et puis, le concentrateur pour me positionner en ligne à ligne sur mon environnement. Et je vais avoir aussi un truc qui est marrant, c'est le dictionnaire d'images. Donc, je suis sur un texte, donc il y a un texte web. Je vais me promener en fait avec ma souris, puis ma souris va se transformer en baguette magique. Et quand je vais cliquer dessus, j'aurai les images associées. Voilà. Donc ça peut être un outil qui peut être intéressant. Et ce qui est majeur, c'est qu'effectivement, il est intégré en standard, on va dire, sur le navigateur. Donc, pas besoin d'installer la moindre chose pour pouvoir en disposer. Des questions par rapport à ça? Il n'y en a pas pour l'instant, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un a des questions? N'hésitez pas dans le chat ou si vous voulez ouvrir votre micro. Pour l'instant, ça va, je crois, Philippe. Tu peux continuer. C'est très clair, hein, c'est un bon point. Bon. Alors, je voulais lancer Word et je vais aller prendre, en fait, pareil, une version de Word qui est gratuite. C'est la version de Word Online. On a une petite question, Philippe. Ouais.
avant de commencer. Quelles sont les fonctionnalités les plus utilisées aujourd'hui? Alors, Sabine, n'hésite pas hein, si tu veux ajouter quelques éléments pour une réponse très précise. Alors, c'est difficile de dire quelles sont les fonctionnalités les plus utilisées parce qu'en définitive, dans la mesure où nos outils sont très démocratisés un peu partout, que ça soit à la maison ou que ça soit en entreprise, c'est très compliqué en fait de répondre à cette question. En plus, les fonctionnalités, certaines sont utilisées par des personnes qui n'ont pas du tout de handicap. On a une étude qui a montré qu'on a entre 18 et 20% de personnes handicapées en France, donc 12 millions de personnes. On a une enquête qui nous a montré que plus de 60% de nos utilisateurs utilisaient de l'accessibilité numérique tous les jours sans le savoir. Donc ça veut dire que ça va bien au-delà du handicap et on va justement voir des solutions qui peuvent être utilisées par plein de gens. Comme la dictée vocale ou des choses comme ça. Donc, c'est difficile de répondre à ce type de questions. On a 2 autres questions. Oui. Philippe, est-ce que vous pouvez montrer à nouveau comment accéder à ces fonctionnalités avancées dans le navigateur, puisque la personne nous dit qu'elle a une petite icône dans sa propre barre de recherche. Alors, sur le navigateur, en fait, la fonctionnalité, normalement, apparaît ici, dans la barre de recherche. Donc, je vais aller prendre une page. Cette page, par exemple, sur MSN, est très complète, puisqu'en fait, ce n'est pas un article, c'est plein d'articles différents. Donc forcément, l'outil n'apparaît pas, puisqu'en définitive, on ne peut pas se focuser sur un article en termes de lecture. Par contre, si je prends le moindre article qui est à l'intérieur de cette page, cet article, c'est un article à part entière, et je vais donc avoir automatiquement ici le lecteur immersif qui apparaît. C'est plus clair ? Ok. Je pense. Du coup, ça doit apparaître automatiquement une fois que la page est reconnue comme une page ayant du texte pouvant passer en lecteur immersif. Exactement. En fait, en définitive, ce n'est pas une page avec un tagging particulier, c'est une page qui contient un tagging content et qui soit unique sur la page. Si j'ai plusieurs contenus, lui va se dire je ne peux pas choisir quel est le contenu sur lequel je vais me focaliser. Et donc, du coup, il laisse la main à l'utilisateur jusqu'à ce qu'il y ait un contenu sur lequel il puisse se focaliser. Donc, son but, c'est vraiment de pouvoir accompagner la lecture d'un article. Ce n'est pas de pouvoir améliorer, comme le fait Orange, améliorer la navigation sur l'ensemble des sites web. C'est vraiment de se focuser sur la lecture d'un article. On peut du coup consommer à la voix, enfin en audio, on peut consommer avec des aides, on va dire, visuelles, mais ce n'est pas de remplacer un outil de navigation. C'est bon ? Oui. Une question un peu personnelle. Alors, j'ai ouvert pardon ? Non, vas-y, termine sur Word en ligne. Il y a une autre question, mais on les reprendra après. Ok. Donc là, j'ai ouvert Word Online. Donc, Word Online, c'est tant qu'on ne fait pas l'installation en local d'Office, Word, Excel, PowerPoint, etc., on peut les utiliser en mode online gratuitement pour peu qu'on ait un compte Microsoft. Donc, on crée un compte Microsoft gratuit et après, on peut les utiliser. Là, typiquement, vous avez ici, en fait, de la dictée vocale. Alors, je vais cliquer dessus. Et à partir de là, je vais pouvoir commencer, en fait, à faire de la dictée vocale. Alors, vous allez vous apercevoir que le texte qui apparaît est en gris. Et en définitive, il va rester en gris tant qu'il ne va pas considérer qu'il a suffisamment de phrases pour pouvoir ajouter de la ponctuation. Donc, si je m'arrête de parler, par exemple, automatiquement, il a été rajouté de la ponctuation. Alors, il peut y avoir un peu d'erreur, on est encore dans de l'intelligence artificielle et donc c'est très très récent en fait cette reconnaissance vocale. Donc, c'est des systèmes qui ne vont qu'en s'améliorant aujourd'hui. Pour tout vous dire, la reconnaissance vocale, la parité en fait entre un homme et une machine pour reconnaître de la voix ne date que de 2016, donc ça a 4 ans. Donc, quelque part, c'est très très récent. On peut imaginer que dans les 4-5 années à venir, on n'aura quasiment plus aucune erreur en fait de compréhension, contrairement à ce qu'on peut encore vivre aujourd'hui par rapport à la reconnaissance vocale en français. Sachant que, bien évidemment, dans la mesure où notre entreprise, elle commence par travailler sur l'anglais avant de commencer à travailler sur le français, on est encore plus avancé en fait en termes de reconnaissance en anglais qu'on ne l'est aujourd'hui en reconnaissance en français. Mais typiquement, ce type de production, son intérêt,
c'est aussi de pouvoir permettre à tous finalement de gagner du temps, hein. Quelqu'un de dyspraxique qui aurait du mal à taper du texte, le fait d'avoir de la dictée vocale, ça va lui permettre d'aller beaucoup plus vite en fait. On a évidemment un équivalent de la dictée vocale qui est ici, hein, sur la version Word de base. Donc là, je vais pouvoir commencer à faire de la dictée vocale et je vais avoir mon texte qui va apparaître. Donc là, pour le moment, dans la version actuelle, on n'a pas la ponctuation automatique, elle est en train d'arriver. Donc je l'ai eu en bêta la semaine dernière. Donc on va avoir exactement le même système que ce qu'on avait sur la version online, c'est-à-dire une dictée qui va ressembler à ça, avec la possibilité de cocher la case ponctuation automatique. Alors là, c'est bien, je vais retourner ici. Donc là, j'ai du texte. Et puis, je disais que dans l'accessibilité numérique, on avait aussi à adresser des problématiques de traduction, puisque ne pas parler une langue, c'est potentiellement un problème d'accessibilité. Et donc, on offre aussi un traducteur intégré, ce qui va me permettre de vous montrer une autre fonctionnalité après, qui est finalement, quand j'ai un texte, j'ai envie de pouvoir le lire. Donc, je vais prendre par exemple de l'espagnol, des phrases, des mots connus. Et je vais pouvoir faire de la lecture à voix haute. Donc là, je vais pouvoir commencer à faire de la dictée vocale et je vais avoir mon texte qui va apparaître. So then I'm going to be able to start doing voice dictation and I'm going to have my text that's going to show up. Así que voy a ser capaz de empezar a hacer dictado de voz y voy a... Bon, je vais lui couper. Donc en fait, on a cette capacité-là à créer cette traduction de façon assez simple, qui est à peu près du niveau de tous les traducteurs qui existent aujourd'hui. Alors, je vais parler de l'accessibilité d'un document. Je vais aller par exemple ici prendre un mot et je vais aller le mettre un peu en gris. Et je vais rajouter en fait dans ce document, je vais rajouter, pardon, pas un modèle, je vais rajouter une image. Je vais prendre une image qui est, je vais prendre celle-là et hop. Bon, on va tester ça, tiens. Alors pourquoi je voulais vous montrer ça? Puisqu'en définitive, il y a aussi la problématique de comment est-ce qu'on peut créer des documents accessibles à tous. Et donc, on a intégré en fait dans nos outils Office, on a intégré ici un vérificateur d'accessibilité qui va pouvoir nous indiquer tous les problèmes d'accessibilité en disant qu'ici, il y a un contraste de texte qui est difficile à lire. Et donc, il faut pouvoir changer la police de caractère. Et qu'on a ici une image qui n'a pas été documentée. Et donc, il faut aller pouvoir lui rajouter sa description, sachant que par défaut, quand j'ai collé l'image, il a été me créer une description de façon automatique. Une image contenant une personne, un garçon, un enfant, un intérieur. Voilà, c'est l'intelligence artificielle qui a analysé cette image et qui m'a sorti cette description. Et donc, avec très peu d'efforts, je vais rendre accessible ma page web. Enfin, ma page, pardon, Word. D'accord. Est-ce que je peux te poser une question, Philippe? Oui, bien sûr. On a une question. Donc, tu es dysorthographique, donc on aurait aimé savoir un peu plus de choses sur ton parcours. Donc, si on peut préciser la question, j'imagine que c'est par rapport aux études. Oui. Alors, moi, j'ai fait un bac scientifique et j'ai fait une école d'ingénieur. Donc, ça a été compliqué parce que globalement, les copies telles qu'on les rend, même jusqu'au niveau du bac, la reconnaissance en plus à l'époque, moi j'ai 51 ans, donc la reconnaissance il y a une quarantaine d'années, des problématiques 10 en France n'étaient pas forcément aussi profondes que ce qu'on rencontre aujourd'hui, en tout cas auprès des enseignants. Et puis après, on a des enseignants qui étaient compatissants et d'autres qui ne l'étaient pas. Donc, des enseignants qui systématiquement saquaient les copies et retiraient 2 points parce que l'orthographe était mauvais, alors que d'autres enseignants avaient un peu compris que je ne pouvais pas faire grand-chose à cette dysorthographie. Et donc, à l'époque, en plus, dysorthographie et aussi des problématiques de motricité fine, donc difficulté d'écrire à la main, ce qui n'est plus du tout non plus le cas par rapport à des élèves aujourd'hui qui peuvent utiliser un ordinateur. C'est moins compliqué, je trouve, c'était moins compliqué, j'ai trouvé dans les études supérieures qu'avant bac, en termes d'expérience vécue en tout cas. Peut-être parce qu'après on est blindé aussi, ou peut-être parce qu'on est... j'ai fait des études scientifiques sur lesquelles finalement on écrit moins en français. Et donc le fait de faire des formules mathématiques
peut-être été plus simple pour moi et donc m'a permis d'aller au bout. Mais ouais, c'est un effort qui est différent, on va dire, je pense, des autres élèves, quoi. D'accord. Il y a une autre question, donc c'était au niveau des chiffres de l'étude que tu as citée, elle est publique, donc c'est possible d'en avoir des extraits? En fait, c'était une étude interne, les 60% dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est ça? Oui, exactement. Ouais, en fait, c'est une étude qui a été menée aux US et c'est notre patron d'Accessibilité Monde qui m'a donné ce chiffre-là. Il faudrait que je lui demande s'il y a un document qui a été publié en externe. Le cas échéant, je le mettrai à disposition. Ouais. Ouais. Ouais, c'était une demande de Sabine Bonnard de la Massif. Ok, ben, ça marche. Ben, je reviendrai vers elle du coup si je réussis à avoir cette information. Ouais. Et puis, je ne sais pas si tu as accès au chat, mais voilà, quelqu'un te dit quelle revanche, pas d'ordi, mais toujours, enfin voilà, bravo en tout cas. Il faudrait en parler aux enseignants apparemment. Bah, je le fais en fait, puisque maintenant je donne des cours. Alors, je donne des cours plutôt aux grands en ce moment ou aux enseignants. Hein. Donc, j'ai donné un cours, par exemple, à la conférence des grandes écoles pour les grandes écoles. Et puis après, il y a quelques établissements scolaires qui m'ont sollicité pour aussi les préparer ou leur donner de l'information. J'ai même été mandaté par le ministère de l'Éducation au Luxembourg il y a 3 semaines. J'ai été au Luxembourg faire une conférence et puis former des gens de l'association sur la dysphasie. Pardon. C'était des gens qui étaient spécialisés sur la dysphasie. Bah, écoute, merci beaucoup Philippe. Je crois qu'on est pile dans les temps. Ouais. Julie, la maîtresse du temps, est-ce que tu peux me dire que c'est bon? Oui. Est-ce que vous avez terminé, Philippe? Oui. Oh, j'ai toujours plein de choses à montrer. Oui. Comme ça, par exemple, le fait d'aller juste par un dernier truc. Allez. Un petit bonus, allez. J'active ma loupe, j'ai défini un niveau de zoom à 100% et j'ai défini que j'étais en affichage plein écran. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je vais pouvoir utiliser une touche et cliquer un peu n'importe où. Conception, mise en page, lecture à voix haute. Donc là, je vais pouvoir commencer à faire de la dictée. Donc là, j'ai une loupe sonore, pardon, qui va m'accompagner en permanence et qui va me permettre finalement de pouvoir me promener un peu partout et de bénéficier d'un confort, on va dire, d'usage intéressant. Et je vous laisse la main. Bah, écoute, merci beaucoup Philippe. Voilà, donc on a terminé notre deuxième partie de l'après-midi. Je vais laisser Julie reprendre pour le petit moment jury. On va pouvoir se prendre pour... Alors, jury, ne mettons pas la pression aux startups, plutôt voilà, retour utilisateur. Merci Samy. Donc, merci à Marie, merci à Philippe. Ces temps-là, on est très, très content de pouvoir vous les proposer. C'est important aussi de signaler que si on peut organiser ces temps ouverts à tous, puisque c'est des visios ou des temps en présentiel quand on le pourra, qui seront ouverts à tous, ils sont possibles aussi grâce à nos partenaires, donc la Ville de Paris, mais aussi le groupe Massif avec Sabine Bonnard qui représente aujourd'hui leur engagement à nos côtés, la direction régionale de Île-de-France de Pôle emploi, et puis côté compteur des solutions, bien sûr, Microsoft en France, le Crédit Agricole, entre autres, voilà, et qui nous permettent vraiment voilà, d'ouvrir ces formats à tous pour croiser les regards et ne plus cloisonner en fait les temps du quotidien pour une personne en situation de handicap, soit le travail, la maison. Voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir décloisonner ces solutions-là. Donc, on va passer au troisième temps, qui est celui des pitchs, des startups. Donc, on a 5 startups qui vont venir présenter leurs solutions, parce qu'on va dire qu'on est sur un plateau, on se projette. On a Lexi Life en premier, donc qui va nous présenter leurs solutions. On aura ensuite Handybook qui est un projet accompagné par l'accélérateur UA de Paris & Co. Mila également, Abeille et puis Navilis. Donc, je donne la parole à Jean-Baptiste Fontes. Donc, on a 3 minutes de pitch, comme on aime dire voilà, côté startup. Et puis ensuite, on aura 2 minutes de questions-réponses. Je vois que le chat s'affole. Alors, je sais de faire les deux en même temps, mais je donne la parole à Jean-Baptiste qui peut voilà, commencer à partager l'écran et je fais mettre du temps. Belle présentation. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Baptiste Fontes. J'ai fondé il y a un peu plus de 2 ans maintenant la société Lexi Life à travers un premier produit qui s'appelle la lampe Lexi Light. Je ne sais pas
enfin, je pense que beaucoup d'entre vous ont vu en fait en octobre 2017 cette publication qui traitait du sujet de la dyslexie, où deux chercheurs français en fait ont tenté de donner une définition physique sur le corps humain de ce que pourrait être la dyslexie. Je vais me permettre ici de vous présenter un peu en détail ce qu'ils ont souhaité en fait, en tout cas de mettre à disposition sur le corps humain, et ensuite je vous expliquerai comment on a développé cette lampe. Voilà, donc en fait la découverte est au niveau, en fait c'était des chercheurs qui regardaient le lien entre les yeux et le cerveau, et ils ont observé en regardant la zone où il y a des cônes bleus, donc au centre de la fovea, c'est quelque chose qu'on n'observe pas forcément. Et ils ont remarqué qu'il y avait en fait des taches. Donc la projection de la lumière bleue dans le fond des yeux, ça fait des taches, les taches de Maxwell. Et c'était la plupart du temps, en fait, une personne non dyslexique possède une tache centrée ronde et une tache ovaloïde pas ronde. Et ils ont remarqué que pour certaines personnes, en fait, il y avait deux taches parfaitement centrées, parfaitement rondes. Et donc, ce n'était pas du tout au départ au sujet de la dyslexie. Et en fait, le sujet de la dyslexie est apparu en essayant de savoir pourquoi ces personnes avaient deux taches et non pas, enfin, deux taches parfaitement identiques. Et ils ont en fait observé que le fait d'avoir la tache ronde traduit une dominance au niveau des yeux, traduit un œil dominant. C'est-à-dire que l'information principale pour le cerveau va être transmise par l'œil dont la tache est parfaitement ronde. Et donc, si on traduit ça maintenant sur la dyslexie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le cerveau d'une personne dyslexique va avoir deux yeux dominants au lieu d'en avoir qu'un, et donc va recevoir deux images en même temps. Et donc, par exemple, ici, comme on en a parlé tout à l'heure, donc c'est pas mal de repartir sur cet exemple, mais les lettres symétriques, le B, le D, et bien en fait, les deux lettres vont être perçues de la même façon. Donc, on a encore une fois, on met des pincettes là-dessus, on a essayé d'imager cette façon de percevoir les choses, mais l'idée, c'est vraiment de se dire que le cerveau va interpréter de cette façon, donc ce que vous voyez à droite, le texte. Et donc, comment analyser si c'est un B ou un D? Et donc, en fait, il y a un vrai travail pour bien se souvenir de comment on va pouvoir faire pour analyser ça. Jean-Baptiste, n'hésitez pas à parler un tout petit peu moins vite. Je crois que c'est pour le travail de retranscription, excusez-nous. Hein. Pas de problème. Donc, il se trouve qu'en modulant et en pulsant l'onde lumineuse d'une certaine façon, on peut en fait tromper le cerveau et faire en sorte d'effacer l'image miroir, l'image qui est perturbante. Et donc, par exemple, ici, on a essayé d'imager aussi, mais d'un point de vue un peu plus détaillé, qu'on pourrait voir quand on est dyslexique, avec en fait cette image qui va venir se promener autour de ce qu'on essaye d'identifier. Et donc, il y a plusieurs exemples. C'est assez marrant parce que quand aujourd'hui on fait des tests sur des personnes qui viennent tester chez nous la lampe, on remarque que certains se reconnaissent dans l'exemple 1, d'autres plutôt dans l'exemple 2, d'autres plutôt dans l'exemple 3, mais à chaque fois, cette image qui vient en fait superposer sur le texte pose problème. Et donc, nous, j'ai eu la chance en fait d'aller rencontrer ces chercheurs. Moi, j'étais déjà en fait spécialiste d'éclairage LED et le sujet de la dyslexie me touchait particulièrement parce que mon petit frère est dyslexique et j'ai en fait j'ai dû l'accompagner pendant toute sa scolarité. Et donc, l'idée, ça a été de trouver une solution, et il se trouve qu'en modulant et en pulsant l'onde d'une certaine façon, comme je disais, on peut effacer l'image miroir, tromper le cerveau et voir le texte net à nouveau comme si on n'était pas dyslexique. Donc, c'est là qu'est née la première LexiLife. On a fait des tests sur plus de 300 personnes pour concevoir la version industrielle que vous voyez ici. Et aujourd'hui, elle est disponible via notre site internet lexilife.com. On a en fait vocation à pas uniquement être porteur d'un produit. C'est pour ça que ça s'appelle LexiLife et que le produit s'appelle LexiLife. LexiLife, c'est vraiment parce qu'on a un objectif d'être, on va dire, accompagné en fait sur toute la vie d'un dyslexique. Donc, on a mis au point sur notre site internet beaucoup de sources d'informations. On a essayé en fait via les salons qu'on a pu faire sur les années de conception et de tests. On a vu qu'il y avait un vrai besoin encore d'informations, de savoir voilà, mon élève est dyslexique, mon fils est dyslexique, je suis dyslexique. Qu'est-ce que je dois faire? Et donc voilà, sur notre site maintenant on a en fait la possibilité d'avoir un maximum d'informations. Ensuite, on a l'accompagnement via la lampe et potentiellement d'autres outils qui vont intégrer cette technologie.
Et le dernier, c'est D'accord. l'amélioration, où voilà, on a en fait un vrai engagement social et solidaire. Et voilà. Et la lampe, en plus de ça, est fabriquée en France dans une usine de travail adapté. Merci Jean-Baptiste. On a terminé, dépassé le temps. Et bon, c'est le premier. Euh, merci beaucoup pour cette présentation. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un retour sur l'utilisabilité de ces solutions-là. On est vraiment sur un retour constructif et non pas dire, voilà, d'avoir un retour plutôt constructif pour les innovateurs. Est-ce que quelqu'un a un retour à faire? Une question, une observation, sachant qu'après, on va vraiment être plus dans le détail pour les potentiels utilisateurs en sous-groupe, puisqu'on sera en atelier où là, on sera vraiment avec une démonstration de cas d'usage. Peut-être que je peux même répondre sur la partie tarification. On n'a pas du tout de problème sur ce sujet. C'est une lampe qui est garantie 10 ans aujourd'hui, qui est fabriquée en France. On propose 100 jours pour tester, en fait. Donc, l'idée, nous, c'est vraiment de mettre à disposition la lampe pour des personnes qui en ont besoin et pour qui la technologie fonctionne. Donc, voilà, aujourd'hui, sur le site, vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois et de renvoyer la lampe si la lampe ne fonctionne pas. Donc voilà, donc c'est vraiment important pour nous de vraiment, aujourd'hui, notre challenge, c'est de faire tester un maximum de personnes et c'est comme ça qu'on se développe. Merci. On a une autre question. Bonjour, juste oui, Pierre Lucière, excusez-moi. Je voudrais savoir si aujourd'hui, au niveau de la science qui est derrière ça, est-ce que vous êtes associé à des chercheurs aujourd'hui pour aller plus loin ou pour justement valider cette idée-là? Moi, je sais qu'on a souvent besoin de justifier certaines installations, pouvoir convaincre, Oui. ne serait-ce que pour des remboursements, éventuellement des prises en charge, qui a un effet reconnu scientifiquement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes adossé à une équipe de chercheurs ou peut-être l'équipe qui a soulevé déjà cette idée initialement? Oui, alors donc c'est une vraie question pour nous. C'est vrai que donc aujourd'hui, historiquement, on a commencé à travailler avec les chercheurs qui ont fait cette découverte. Et aujourd'hui, on a ouvert le panel à plus de monde, donc des spécialistes de l'orthophonie, des psychologues et d'autres chercheurs sur la dyslexie, dans le but de faire un board scientifique pour justement en fait valider des essais cliniques cette fois-ci, permettant d'aller plus loin. Donc oui, on a ouvert et l'idée c'est maintenant d'aller plus loin et de pouvoir prouver, on va dire, à l'échelle un petit peu plus grande, l'efficacité et surtout pouvoir après accéder à d'autres leviers comme les remboursements et d'autres aides qui pourraient rendre la lampe plus accessible encore. Merci. On a une dernière question. Est-ce que l'angle de la lumière est important pour son efficacité? Donc, c'est Marie. Alors, non. En fait, l'objectif, c'est vraiment, donc c'est une lampe de bureau et c'est vraiment d'éclairer donc le plus possible en fait le texte qu'on va lire. L'angle n'est pas forcément important. Ce qui est vraiment important, c'est que la partie qu'on lise soit que la lumière principale vienne de la lampe et que ça soit pas en fait perturbé, par exemple, par la lumière du soleil ou par d'autres lumières extérieures. Donc, il faut que la lumière principale vienne de la lampe. D'accord. Et une dernière question, le prix de la lampe. Donc, la lampe aujourd'hui est à 549 €. D'accord. Avec des potentiels, donc, comme on dit, prise en charge ou cofinancement dans le monde du travail. Ouais, ça c'est l'objectif. On a travaillé avec plusieurs relais qui nous aident à rendre la lampe plus accessible, comme Cap Emploi et bien d'autres qui nous ont aidés déjà en fait, à mettre à disposition la lampe. Et voilà. Et donc, est-ce qu'elle est facilement transportable? Oui, parce que en fait, on a mis à disposition une housse solide avec une petite bannière qui est d'ailleurs très jolie, je trouve, qui permet en fait de transporter la lampe donc, de chez soi à l'école et de l'école à chez soi. Il faut avoir l'accord des professeurs, mais souvent il n'y a pas de problème. Il faut être proche d'une prise, c'est la seule contrainte. Mais à part ça, dès qu'on a tout ça validé, la lampe en tout cas, elle est facilement transportable. Ok, merci beaucoup Jean-Baptiste. Merci à vous. Donc, on poursuit cette présentation avec le projet End eBook, qui est présenté par 4 cofondateurs, tous professionnels de santé, mis à part Damien, aussi, qui est chef de projet e-santé. Voilà. Et donc, je donne la main. Alors,
à Ibtissam. Je vous laisse vous organiser. Voilà, ils sont 4 dans le projet et ils font partie de l'accélérateur UA. Donc là, on parle d'inclusion scolaire. C'est parfait, on voit la présentation. Très bien. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. Allez, très bien, merci. Bonjour à tous. Saviez-vous que les troubles spécifiques des apprentissages dont on parle concernent jusque 8% des enfants en âge d'être scolarisés? Cela représente 1 million d'enfants en France. Quel est le quotidien de Lisa, petite fille scolarisée en CM2 qui souffre de troubles 10 multiples? Lisa est suivie par psychomotricien, par ergothérapeute, par orthophoniste, par graphothérapeute, par orthoptiste, par pédiatre et parfois plus encore. Lisa et ses parents accumulent donc une quantité tellement considérable d'informations qu'ils n'arrivent pas à les retransmettre totalement aux enseignants et aux AVS. Alors qu'ils échangent régulièrement avec les parents, l'enseignant et l'AVS de Lisa ne savent plus comment ajuster leurs enseignements. L'enseignant et l'AVS de Lisa ne disposent d'aucun moyen sécurisé pour communiquer avec les professionnels de santé. Seulement 13% des parents interrogés lors de notre enquête rapportent que les professionnels de santé et de l'éducation échangent régulièrement, alors qu'ils sont 77% à penser que ces échanges améliorent le parcours thérapeutique et éducatif de leur enfant. Handybook favorise donc l'inclusion scolaire en coordonnant le monde de la santé et celui de l'éducation. Il offre un accompagnement personnalisé à Lisa. Depuis que les parents de Lisa sont équipés d'Handybook, ils se sentent soutenus et Lisa augmente ses chances de poursuivre sa scolarité en milieu ordinaire. Passionnés par le développement de l'enfant, le handicap et le parcours de soins, nous nous sommes retrouvés autour d'un objectif fort, celui de contribuer à une société inclusive et une meilleure égalité des chances pour chacun. De cet objectif est né un outil de coordination interdisciplinaire numérique facilitant les échanges entre professionnels et parents autour de l'enfant avec un trouble 10. C'est donc Handybook. Donc vous l'aurez compris, Handybook, c'est une plateforme de coordination interdisciplinaire qui se veut partenaire de l'inclusion scolaire. Handybook présente plusieurs avantages. Il est innovant, puisqu'actuellement, ce qui est utilisé pour communiquer entre les différents intervenants, c'est le cahier papier. Il est rétentionnel, puisque les informations ne vont pas se perdre, elles restent numérisées et sécurisées. Il est interopérable, parce qu'il permet un rapport entre les pro-logiciels, les logiciels des professionnels éducatifs et autres professionnels. Et il permet aussi d'être sécurisé, puisque les informations vont rester, et accessible à tous. Donc, notre équipe est composée de Ibtissam El Medani, kinésithérapeute, Alain Caro, médecin, Dabia Ager, chef de projet en e-santé qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui aurait aimé être là, et donc moi-même, Manon Germain, orthophoniste. Merci à tous. Voilà, donc si vous avez des questions, on est disponible pour vous répondre. Julie, je ne sais pas si on a le temps. Si, tout à fait. Vous êtes dans le timing, donc on a tout à fait le temps de pouvoir échanger sur cet outil. Ok, on vous écoute. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissaient ce type d'outil pour sécuriser les parcours de l'enfant. Donc Handybook, c'est un des projets lauréats du DU Santé Connectée. Vous êtes rencontrés à cette occasion, tous les 4. Exactement. Donc, on a Alain qui est médecin, Dabia, donc chef de projet de santé, Ibtissam qui est kinésithérapeute et puis Manon qui est donc orthophoniste. Il y a Jason qui est dehors. Merci. Oui. Super, fallait y penser. Voilà. Est-ce qu'on peut intervenir pardon. Est-ce qu'on peut intervenir oralement? D'accord. Vous pouvez juste donner votre prénom avant. Oui, Katharina. Pardon. Bonjour. 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 Alors, en fait, j'aurais juste besoin de comprendre finalement juste comment les professionnels de santé et comment dirais-je, les enseignants finalement communiquent. Enfin, je veux dire, est-ce
c'est une application? Est-ce que c'est un Oui, lien tout sur à fait. En Internet? fait, c'est un site qui pourra du coup être accessible aussi par un mobile. Et donc, ça se présente comme une messagerie où en fait, on va, pour un professionnel ou pour un parent, on accède au dossier de l'enfant et via ce dossier, on peut se transmettre des informations. C'est comme un Parce que c'est un peu comme un Doctolib, j'ai envie de dire. C'est une application qu'on peut télécharger ou un site sur lequel on peut aller. Alors, Non, on ça peut va le plutôt télécharger. Ouais, vas-y. Vas-y. On peut le télécharger comme comme une application, mais ce sera plus vu comme une plateforme de coordination, en fait. Donc, ce sera comme un site où vous avez le profil avec toute l'actualité de l'enfant. Dans ce profil, vous pouvez avoir tous les professionnels qui gravitent autour de cet enfant. Et en fait, les professionnels peuvent interagir avec les parents, peuvent interagir avec d'autres professionnels et ainsi se transmettre les informations essentielles concernant l'enfant. On le verra peut-être plus dans le module à Ouais, venir, en détail tout à l'heure. dans la présentation. Mais globalement, on pourrait plus comparer ça quelque part à un Facebook, avec d'une partie un fil centré autour de l'enfant suivi, et puis une autre partie qui est plus une communication, une messagerie interprofessionnelle, mais toujours rattachée au cas de l'enfant. Coordonnées. Super. Merci. Merci. Est-ce qu'on a une dernière question? Oui, je voudrais savoir s'il y a un lien, si vous avez fait un lien avec les projets de plateformes qui sont en train de se mettre actuellement partout dans les départements, les plateformes de coordination dans le plan compagnon. Est-ce que vous avez fait un lien, oui ou non? Oui, on a un lien. Pour l'instant, on ne peut pas trop en dire plus parce que c'est encore en construction. Mais oui, on s'est mis en lien avec eux. Sur Paris, du coup, parce que nous, on est à Paris. Présente un intérêt dans ce cadre-là, bien sûr. Voilà. Tout à fait, oui, tout à fait. On a une autre question et je n'ai pas le prénom si la personne peut prendre la parole. J'ai juste un numéro d'identifiant ou de téléphone. Non, alors je vais poser la question. Peut-être en Bretagne, nous avons une plateforme TND avec des professionnels. Est-ce pareil? Mais du coup, ça rejoint, je pense. Elle consiste en quoi exactement la plateforme? C'est une plateforme physique ou numérique? Il faudrait que la personne puisse s'exprimer, sinon activer son micro. Bon, j'ai une autre question. Pourquoi les données ne sont pas utilisées avec le numérique et le papier préféré? Alors, je crois comprendre que ça veut dire pourquoi est-ce que jusqu'à présent on utilise le papier plutôt que le numérique? C'est peut-être ça que ça veut dire la question? Johan, vous pouvez prendre le micro si vous le souhaitez. N'hésitez pas. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. En fait, actuellement, les données sont utilisées, donc c'est le papier qui est préféré pour les échanges. Pourquoi le numérique fait tant peur à l'heure actuelle pour échanger les données et pourquoi n'y avoir pas pensé plus tôt entre les professionnels, les professeurs des écoles? Ça, c'est ce qu'on présentera aussi pendant l'expérience utilisateur, mais on pense que c'est dû surtout au respect du secret médical. Et du coup, dans notre outil, on propose un outil d'aide au respect du secret médical, justement pour anticiper ça. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, Alain et Ibtissam. On va passer à l'autre projet. Je vous écoute une dernière question, allez-y. Non? C'était un complément d'information, Alain? Oui, c'est un complément simplement pour dire que oui, je suis complètement d'accord avec vous, Johan. C'est quelque chose qui aurait mérité peut-être d'être développé avant, mais c'est en fait extrêmement complexe parce qu'on va essayer de rendre interopérables différents monde, mais aussi avec différents logiciels qui ont chacun leurs API, chacun leurs tuyaux. Donc, c'est en fait assez complexe en termes de réalisation concrète aussi. Merci Alain. Merci à l'équipe d'Anzibook. Merci. Je vous propose de poursuivre avec Mila, donc l'outil de rééducation par la musique pour les enfants 10. Et donc, c'est Marie-Clémentine Crestia qui va nous présenter cette solution. Bienvenue, Marie-Clémentine. Bonjour. Alors, n'hésitez pas à me dire si ma connexion est trop fluctuante.
c'est possible que ça arrive. Alors, Pour l'instant, ça va. super. Donc, voilà, donc je m'appelle donc Marie-Clémentine Crestia, je suis Community Manager chez Mila. Et donc Mila, c'est une solution de rééducation musicale pour les enfants avec troubles de l'apprentissage. Donc, il faut savoir que, donc, comme on déjà expliqué en e-book avant, c'est la prise en charge des enfants avec troubles de l'apprentissage est extrêmement compliquée. 6 à 18 mois, c'est le temps d'attente moyen que les familles rencontrent pour avoir un rendez-vous chez un spécialiste, par exemple pour avoir un premier bilan orthophonique. Et ensuite, la fréquence des rééducations, qui est en moyenne d'1 fois par semaine, est bien trop faible par rapport à ce que recommandent les médecins. Mais bon, c'est compliqué donc, pour ces professionnels de santé de proposer plus de séances. Donc, Mila, on a choisi de se placer en amont de ces listes d'attente interminables et en parallèle des rééducations classiques afin d'être en complémentarité de celles-ci. L'axe rééducatif de Mila se développe autour de stimulation rythmique et auditive qui est sous forme de jeu parce que nous sommes convaincus que l'enfant apprend a une meilleure rééducation lorsqu'il apprend en s'amusant puisqu'il va être plus motivé de jouer donc, à un jeu rééducatif plutôt que d'aller à une énième séance d'orthophonie, de neuropsychologue, etc. Mila se base sur des travaux scientifiques, notamment ceux du professeur Michel Habib, qui démontrent l'efficacité de la musique en tant que traitement sur les troubles 10. Donc, nous avons déjà réalisé 4 études précliniques avec plus de 3000 enfants en France, au Canada et aux États-Unis. Et donc, au cours de ces études précliniques, nous avons déjà pu observer des progrès significatifs chez les enfants. Lors du premier confinement, puisque maintenant nous sommes malheureusement dans un second confinement, nous avons pu travailler avec la Fédération française des 10 pour mettre Mila à disposition de leurs adhérents. Et grâce à eux, nous avons pu avoir des retours de plus de 2500 patients qui revenaient 3 à 4 fois par semaine à raison de 15-20 minutes par session. Et donc, avec tous ces retours que nous avons pu obtenir de parents, de professionnels de santé, nous avons travaillé cet été à une nouvelle version de l'application qui est sortie le 10 octobre à l'occasion de la Journée nationale des troubles 10. Elle est donc maintenant disponible sur l'App Store et sur Google Play. Et donc, qu'est-ce qui est nouveau dans cette nouvelle version de Mila? C'est que d'une part, nous avons déjà amélioré la détection de mouvement et la détection de son. Ah, je pense que du coup, voilà. On est sur une disparition complète. Alors, je pense que Marie-Clémentine va peut-être essayer de se reconnecter et si on n'y arrive pas... Très bizarre par contre ce qui s'est passé parce que c'est vraiment en coupure totale, quoi. C'est même pas ça à bugger. Ok. On enchaîne, Julie? Elle est revenue. Enfin, allez, on attend trois petites secondes et puis sinon on continuera. Je te laisserai présenter Abeille juste après. Marie-Clémentine, est-ce que tu nous entends? Non? Oui? Non? Non, je pense pas. Bon, on enchaîne. Allez, ouais, elle est partie, elle va essayer de se reconnecter. Je vous propose juste d'attendre 5 petites secondes pour voir si elle se reconnecte dans la foulée. Ça vous laisse un petit moment pour boire une gorgée d'eau ou de thé. S'étirer un petit peu. Voilà, on est dans la santé, donc n'hésitez pas. Alors, je pense que du coup, on va enchaîner puisqu'elle ne revient pas. Donc, on lui laissera de toute façon clôturer la session pitch pour qu'elle ait le mot de la fin quand même. Parce que c'est pas cool sinon. Bah oui, quand même. On va enchaîner avec Madame Labénère. Donc là, c'est donc la startup Abeille, donc, qui est donc chez Atoll, si je ne me trompe pas, qui était donc au CES 2020, donc qui va nous présenter son dispositif Lexilens. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui. Je vous prie de m'excuser, il y a des travaux. Ils m'avaient promis qu'ils arrêteraient à 15h, mais bon, c'est les aléas du direct. Je ne sais pas si Michael Kodochian va peut-être faire la présentation. Oui, je vais le faire. Voilà. Je vais le faire. On donnera la main après à Marie-Clémentine qui tente de se reconnecter. Allez-y, je vous en prie. Très bien. La main, Michael, Attends. Bouge pas. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Michael Kodochian. Je suis le président fondateur de la startup Abeille.
Nous sommes incubés par les opticiens Atoll parce que nous développons des lunettes électroniques pour la santé et le bien-être. En 2017, une découverte scientifique française à Rennes a mis en évidence une cause probable de la dyslexie. En l'occurrence, c'est la trop grande perfection des yeux qui pénalise le cerveau dans sa capacité à traiter les images. Pour prendre une image, en fait, il y a des images miroirs, par exemple typiquement le B de Bernard qui se superpose avec le D de David. Et évidemment, c'est beaucoup plus difficile de lire dans ces conditions-là. Depuis ce temps-là, nous avons travaillé avec le laboratoire 2 ans et demi de R&D pour... merci. 2 ans de R&D pour développer donc l'Exilens, qui est une lunette d'aide à la lecture pour les personnes dyslexiques. Que fait l'Exilens? Tout simplement, elle enlève les images miroirs. Voilà. Donc évidemment, le B de Bernard, qui autrefois était superposé avec le D de David, eh bien soudainement, on ne voit plus que le B de Bernard. Alors ça a été testé en laboratoire sur environ 200 personnes, également en conditions réelles, une dizaine de personnes, à la fois à la maison mais aussi à l'école, donc sur une période un peu plus longue. Ces données qualitatives qui sont très positives, très prometteuses, on est en train de les compléter avec des données quantitatives, puisqu'on est en train de mener une étude clinique indépendante, c'est-à-dire que ce n'est pas un board scientifique, enfin, des gens qui ne dépendent pas d'abeilles. Alors, je ne cache pas que le confinement ralentit un peu les tests, mais enfin, c'est en cours. Ce qu'on a constaté, en fait, c'est que les enfants étaient vraiment notre priorité parce que finalement, lorsque vous êtes enfant, vous avez d'une part cette dyslexie qui vous pénalise dans votre apprentissage. C'est le moment de votre vie où vous êtes le plus sollicité. Il faut lire beaucoup pour apprendre à l'école. Et en même temps, malheureusement, eh bien, vous n'êtes pas comme les adultes, vous n'avez pas encore mis en place des stratégies de lecture alternatives qui font que on s'en sort tant bien que mal. De telle sorte que ce sont les plus démunis et ce sont les plus sollicités. C'est la raison pour laquelle le premier modèle d'Exilens qui sort actuellement, eh bien, c'est un modèle enfant. Tout simplement parce que nous, ce qu'on aimerait, c'est que les enfants puissent tous avoir une scolarité plus épanouissante. C'est disponible dans tous les magasins Atoll pour essai. Enfin, il vous suffit d'y aller, de les essayer. Si ça vous convient, eh bien, super nouvelle. Vous pouvez alors la réserver. Vous serez livré d'ici la fin de l'année. Et puis, si ça ne fonctionne pas, eh bien, malheureusement, il reste encore quelques cas très spécifiques. Dans ce cas-là, vous pouvez entrer en contact avec nous pour être inclus dans les recherches que l'on continue. Merci. Voilà, l'Exilens. J'ai tenu dans les 3 minutes, je crois. Oui, à 20 petites secondes, franchement. 20 petites secondes. Voilà. Pourquoi une version pour jeunes adultes? La version adulte arrive. Probablement, il y aura 1 à 2 mois de plus. Donc, on va dire tout début d'année 2021. Est-ce qu'on a une autre question pour Abeille? Ce qu'on a constaté, je complète, ce qu'on a constaté comme effet, c'est que l'effet est instantané. Et il n'y a pas d'apprentissage nécessaire, il n'y a pas d'entraînement. Et c'est un très bon complément à la rééducation telle qu'elle se fait aujourd'hui. Donc on les met, on l'allume et puis voilà. C'est aussi simple que cela. C'est universel, ça concerne toutes les langues, que vous parliez français, anglais ou chinois. Le principe de fonctionnement est le même. C'est aujourd'hui certifié dispositif médical de classe 1. Est-ce que vous voyez, alors on a une autre question. Est-ce que... Je n'ai pas vu la question. Ok, pas de souci, je vous la lis. Est-ce qu'il y a eu des essais cliniques ou une validation scientifique, des publications, etc. Je crois que vous aviez parlé de tests auprès de 200 utilisateurs. Alors, d'un point de vue scientifique, il y a la publication initiale que nous avons complétée par des tests qualitatifs et l'essai clinique quantitatif est en cours. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. On enchaîne. Ah non, il y a une question.
Oui, le vert a l'air un peu teinté. Est-ce que ces lunettes modifient la perception des couleurs? La lunette assombrit un petit peu, en effet, mais ne modifie pas la perception des couleurs. Merci beaucoup. Je vous en Donc, prie. à tout à l'heure en sous-groupe. Et puis, ah oui, une petite question, est-ce que c'est remboursé pour les familles? Alors, on peut y ajouter une correction optique. Mhm. Alors, si vous êtes myope, hypermétrope, astigmate, cette partie-là, correction optique, est aujourd'hui remboursable et remboursée par la sécurité sociale, la mutuelle. En revanche, la partie dyslexie, elle, n'est pas encore remboursée ou en tout cas pris en charge par l'assurance maladie. On y travaille et l'essai clinique qui est en cours est la première marche pour constituer le dossier de demande de prise en charge. Merci. Merci. Je propose à Marie-Clémentine une petite minute pour terminer sur le projet Mila, sur la solution Mila, parce que c'est plus qu'un projet. Voilà, désolée, Et je vais puis, éviter on terminera de partager mon écran. Avec Navidis, voilà, avant de vous diviser en deux groupes pour la dernière demi-heure. Allez-y. Ouais, merci beaucoup. Désolée du coup pour tout à l'heure. Je ne sais pas exactement où ça a coupé. Mais donc, je disais que Mila avait réalisé 4 études précliniques à l'international qui ont pu montrer certains progrès chez les enfants et que nous nous sommes ensuite associés à la FF10 pour avoir plus de retours sur l'application qui nous a permis de sortir une nouvelle version le 10 octobre pour la Journée nationale des troubles 10. Qui est donc disponible sur l'App Store et Google Play. Et donc la spécificité de cette nouvelle version, outre les améliorations techniques, c'est que nous avons réalisé 3 parcours individualisés selon si l'enfant a plutôt des troubles du langage, écrit ou oral, des troubles de l'attention ou des troubles moteurs. Et nous sommes aujourd'hui en train de travailler à de nouveaux contenus, mais aussi à être reconnus comme dispositif médical au niveau européen. Et donc nous sommes en train de mettre en place une étude clinique. Et donc, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si j'ai loupé un autre moment de présentation que vous n'avez pas très bien compris. Merci Marie-Clémentine. On redonnera à tous les participants le lien pour découvrir le site internet, et notamment donc, celui de Mila. Samy, je te laisse donner la main au dernier. À Michael Dardol. Bonjour, enchanté qui va nous présenter Scan 10. Est-ce que vous êtes là? Je suis là, vous m'entendez? Oui, très bien. Parfait. Alors c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Michael Dardol, je suis développeur indépendant d'applications iOS. J'ai conçu 2 applications qui sont complémentaires dans les usages, avec Estelle Pirwell qui est orthophoniste, et qui ont pour but d'améliorer la lecture au quotidien. La première application s'appelle Navidis. Navidis, c'est une extension pour le navigateur Safari. Navidis permet de créer son profil de lecture. Nous l'avons développé initialement pour les personnes dyslexiques. Mais tout le monde peut être confronté à une page web écrite trop petite ou avec une police certes jolie, mais difficile à déchiffrer. Navidis permet de changer la police d'une page web, d'agrandir le texte, de changer l'espacement entre les lettres, les mots, les lignes. Elle contient des polices qui sont adaptées à la lecture, comme la police dyslexie de Christian Bauer, qui est appréciée pour sa distinction des lettres. Et ça, comme on l'a vu tout à l'heure, elle permet donc une différenciation. Chaque lettre va être reconnue comme différente. Il est également possible de changer la couleur du texte et de fond avec une palette de couleurs spécialement étudiée pour améliorer le contraste, réduire le stress et la fatigue visuelle. La deuxième application qui a été complémentaire s'appelle Scan10. C'est un scanner de lecture qui contient les mêmes réglages de profil que Navidis. Le fonctionnement est assez simple. On scanne avec son iPhone ou son iPad des documents ou un texte trop petit sur une boîte, par exemple. Le texte est extrait avec une intelligence artificielle qui reconnaît les caractères et on applique son profil de lecture, tout comme dans Navidis, et on peut sauvegarder le texte pour le relire plus tard. Ces 2 applications sont destinées à tout âge, à partir de l'apprentissage de la lecture et tout au long de la vie.
Nous souhaitons faire connaître ces deux applications au public, mais également aux associations, aux établissements scolaires, aux structures qui ont besoin de ce type d'outils. Ces deux applications sont disponibles sur iPhone et iPad et sont téléchargeables sur l'App Store. Navidis est également disponible sur Mac.